rapprochez son micro. Faisons l'histoire, c'est moi. 1, 2, 3. Vous m'entendez ou pas? Suffisamment, c'est bon. Super. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Ça y est, la technique est en place. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Méolan. Donc, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Mémoire de Serre-Ponçon, qui a été programmé donc, ce printemps, en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire. Voilà. Donc, nous avons Aude Tochon, qui est la responsable du Pays d'Art et d'Histoire, qui a fait le déplacement. Et c'est grâce à cette dynamique et ce partenariat que nous accueillons aujourd'hui Armelle Faure. Donc, Armelle Faure est anthropologue. Elle est spécialisée sur les questions de déplacement de population liées à la construction rurale, donc les villages engloutis. Donc, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Port les Orgues, les mots sous le lac. Donc voilà, les mots hein, dans les deux sens du terme, on a tout dit. Et nous, le programme de manière plus globale, donc c'est l'exposition éclatée qui est dans l'ensemble du réseau des médiathèques. Donc ici à Méolan, voilà, vous avez quelques photos du bail, des contemporaines et des plus anciennes. C'est la même chose, donc de la Condamine à la Bréole. Et au mois d'octobre, vous aurez l'intégralité de l'exposition à la médiathèque. Donc n'hésitez pas. Et on vous invite déjà le 4 octobre avec Marc Malène qui nous parlera des 30 glorieuses de Serre-Ponçon. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler de ces villages, donc Savines et Lubail, qui ont disparu. Et nous sommes vraiment très très heureux voilà, d'avoir Armelle Faure parce qu'elle travaille également sur cette thématique-là au niveau international, voilà, pas seulement en France. Donc elle a fait le déplacement et elle sera là également vendredi à Savines à 18h. Pour une présentation d'ailleurs différente de celle-ci. Celle-ci, vraiment, elle vous l'a faite sur mesure pour la même. Je ne serai pas plus long, je laisse... Non, merci, merci Myriam, tu as tout dit. Myriam a été la cheville ouvrière parce que c'est elle qui anime ce réseau des bibliothèques et c'est vrai que nous, on a rebondi à ta proposition parce que Serre-Ponçon, c'est vraiment ce qui marque l'identité de notre territoire. Hein. Pays Serre-Ponçon, Ubaye-Durance, c'est les vallées de la Durance et de l'Ubaye qui convergent, enfin, qui confluent, et il y a ce lac qui est l'événement qui a tout changé, tout modifié. Là, vous avez... Ah non, on n'a plus. Mince. Je voulais juste... Ouais. Pour vous dire que pour nous, c'est vraiment l'événement majeur Serre-Ponçon sur le territoire. On a créé un lieu d'exposition permanent qui raconte cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent et qui pensent que le lac est naturel. Donc voilà, il faut expliquer. Et puis même parmi nous, habitants ou autres, on redécouvre des choses. Et dans ce centre d'interprétation, on parle de Serre-Ponçon, mais de tous les grands travaux d'aménagement, que ce soit les villas et les Barcelonnettes, les stations de ski, etc. Je vous incite aussi à venir et c'est dans ce lieu, enfin dans ce nouveau pôle culturel que Armelle donnera sa grande conférence de clôture, j'ai envie de dire, donc vendredi à 18h. Merci beaucoup Armelle d'être venue. Il est où? Savines-le-Lac, pardon. Ah. Savines-le-Lac. Quel endroit? Donc à Savines-le-Lac, c'est le nouveau pôle culturel, ça s'appelle le 20e, c'est au niveau de la plage municipale. C'est pas dans le centre du village, il faut descendre au niveau de l'office de tourisme, hop, vous descendez vraiment au bord du lac. C'est un magnifique bâtiment au bord du lac. Voilà. Donc bienvenue vendredi pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'être venus nombreux. Merci beaucoup à Aude qui a organisé tout cela depuis plusieurs mois. Merci beaucoup à Myriam qui nous a beaucoup aidés et qui a réglé les petits problèmes techniques qu'il y avait. Et merci aux autres personnes qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider pour cette conférence. Je vais donc vous parler de la nostalgie des villages engloutis. Je vous en prie. De la Dordogne à l'Ubaye. Donc je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Armelle Faure, je suis anthropologue, docteur de l'école des hautes études à Paris. Et j'ai travaillé 30 ans en Afrique, en Asie et à Madagascar. Et plus récemment, je me suis intéressée aux villages engloutis en France, particulièrement les villages qui ont été engloutis par les grands barrages hydroélectriques. Donc il y a 60 ans,
après la Deuxième Guerre mondiale, la France, appauvrie comme vous le savez, a dû construire des grands barrages pour produire de l'électricité et quelques milliers d'habitants des bords des rivières ont été déplacés. Leurs villages ont été engloutis sous les lacs artificiels et les communautés ont été détruites. C'est le sujet de cette nostalgie dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous présenter, faire une présentation générale de la vallée de la Dordogne. Le grand ingénieur de la vallée de la Dordogne, c'est André Cohen, qui a construit les barrages voûtes à partir de 1930 sur la vallée de la Dordogne. Et comme vous le savez tous, le grand ingénieur de Serre-Ponçon, c'est Yvan Wilhelm, mais qui n'a pas eu la possibilité de voir son œuvre, l'œuvre de sa vie réalisée, puisqu'il est décédé avant que le barrage ait été construit. Je vous emmène en Haute-Dordogne. Pousse ton ordinateur. Ton ordinateur. Je vous emmène en Haute-Dordogne, et l'objectif de ce voyage en Haute-Dordogne, c'est pour vous ramener un peu mieux en Ubaye, puisque les problématiques sont très similaires. Alors, quelques dates, quelques chiffres. 450 millions de mètres cubes d'eau sont stockés dans les 5 grands barrages de la Dordogne. Le plus ancien, c'est Marège, que vous voyez, le deuxième de la vallée. Il a été construit entre 1930 et 1940, c'est un barrage voûte. Le deuxième, c'est l'Aigle, également un barrage voûte, qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale et mis en eau en 1945. Le troisième, c'est Bort-les-Orgues, dont la construction a commencé en 1942 et qui a été terminée en 1952 après la guerre, au même moment que le barrage du Chastan, qui est vers Laval. Vous voyez là, le barrage du Chastan. Si j'avais un petit truc laser, je pourrais vous montrer plus facilement. Et le dernier, c'est le Petit Sablier d'Argentat, qui est un barrage de démodulation de la totalité de cette suite de grands barrages. Vous, ici à Serre-Ponçon, comme vous le savez, le barrage stocke, si je ne me trompe pas, 1,2 milliard de mètres cubes, produit également plus de 1200 mégawatts. Je ne veux pas dire des bêtises, je ne suis pas une spécialiste de Serre-Ponçon. Et c'est un barrage poids par contre, ce n'est pas du tout un barrage voûte. Donc c'est tout à fait différent du point de vue de la technique. Vous savez aussi que le vôtre fait à peu près 115 mètres de haut pour la partie que l'on voit, mais il y a 115 mètres de profondeur pour l'étanchéité, donc un second barrage qu'on ne voit pas. Quelques chiffres quand même qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus. Ces chiffres sont une présentation générale, mais ce qui nous amène cette nostalgie, c'est quelque chose de commun. Ce quelque chose de commun, c'est les mots sous le lac. On a eu droit à un beau jeu de mots tout à l'heure de Myriam qui explique bien pourquoi l'éditeur de mon livre a choisi cette expression, les mots sous le lac, puisque ce sont des paroles que nous avons enregistrées avec les archives de la Corrèze et du Cantal pour constituer un fond avec l'aide d'EDF. Et effectivement, ce sont des mots qui ont été enregistrés, beaucoup de peine que vous retrouvez dans ce livre, mais en même temps une libération, j'allais dire un effet cathartique, puisque je suis toulousaine, vous savez, on n'avait pas peur des cathars à Toulouse. Et cet effet cathartique avait pour objectif de rendre à ces personnes qui avaient souffert du déplacement leur histoire, leur patrimoine, sous forme de produits culturels et sous forme de reconnaissance de leurs paroles, qui avaient été oubliées pendant 60 ans. Alors je vais donc vous parler de certains thèmes très spécifiques qui sont en fait communs aux deux vallées, c'est-à-dire la vallée d'Ubaye et la vallée de la Dordogne. J'ai choisi pour vous de faire cette conférence qui est unique, je ne pourrais pas la refaire ailleurs en dehors de la vallée de l'Ubaye, et je n'ai pris que les thèmes que vous pouvez retrouver ici.
Je vais vous les énumérer un petit peu rapidement, mais bon, il y a évidemment les gares, il y a les maisons, qui est une grosse problématique dès que vous faites des déplacements de population. Alors, il y a un thème que vous n'avez pas ici, mais qui est très présent dans la vallée de la Dordogne, ce sont les châteaux. Vous avez la question des cimetières. Je vous parlerai des chapelles englouties. Et je vous parlerai des chapelles sauvées, en particulier Marie-Madeleine, qui va nous amener de la vallée de la Dordogne, où il y avait une Marie-Madeleine, mais qui, elle, a été engloutie, une chapelle, la chapelle de Noznac, jusqu'à la Marie-Madeleine qui est là, qui fait l'objet d'un pèlerinage le même jour, le 22 juillet chaque année. Et je garde la surprise pour la suite, mais il y a un lien sous forme d'un personnage, une personne, qui est allée de Noznac jusqu'à Ubaye. Et là, je donnerai la parole aux Ubayais, si les Ubayais ont envie de réagir à ma conférence. Donc la première chose dont je souhaite vous parler, ce sont les gares. Là, vous avez 3 photos de Bort-les-Orgues. Il faut vous dire que Bort-les-Orgues avait beaucoup de chance grâce à ces gares, puisque Bort-les-Orgues a bénéficié de 70 années de prospérité, en particulier les Auvergnats, qui étaient sur la rive gauche et qui pouvaient écouler tous leurs produits laitiers, tous les fromages, et aussi la viande sur pied, étant donné que ce chemin de fer, tenez-vous bien, démarrait de Toulouse et Béziers, passait par la vallée de la Dordogne pour aller jusqu'à Paris. Et donc le soir, on faisait monter les bêtes du marché de bestiaux de Bort-les-Orgues, où on faisait monter les produits laitiers qui venaient d'Auvergne, et le lendemain matin, ils se trouvaient au Halles, accueillis par les Auvergnats, puisque vous savez qu'il y a une grande tradition d'Auvergnats. Les Auvergnats de Paris, ils sont encore très présents, ils ont une histoire extraordinaire, un très beau patrimoine. Donc vous aviez ce trajet, j'allais dire, de longue haleine, enfin à l'échelle de la France, hein, bien sûr, qui partait de Toulouse jusqu'à Paris. Ce train traversait 4 petites gares, ce qui fait qu'il donnait aussi une possibilité à la création d'une vie locale extrêmement vivante, de la gare de Bort-les-Orgues à la gare de Mialet, de la gare de Mialet à la gare de Port-Dieu, qui était le seul chef-lieu de commune qui a été totalement englouti sous le lac de Bort-les-Orgues, et de Port-Dieu à Singles. Ces 4 petites gares ont été englouties sous le lac du barrage, et la voie, si vous voulez, le flux qui permettait à tous ces habitants depuis Toulouse de rencontrer aussi leur famille sur la route jusqu'à Paris, et à tous les commerçants de pouvoir évacuer tous leurs produits jusqu'à Paris, a été brutalement arrêté. Le dernier chemin de fer ayant roulé sous forme d'une Micheline, là c'était plus les locomotives. Pendant très longtemps, ça a été les locomotives qui prenaient ce trajet. Et vous voyez excusez-moi, la photo de droite en bas, vous voyez une Micheline, et c'est la dernière Micheline qui a roulé dans la vallée jusqu'en mars 1950. Et si vous allez à la rencontre des maires qui sont tout autour du lac du barrage, beaucoup de mairies ont encore une photo en grand d'une des dernières Michelines qui a traversé la vallée, en hommage à cette perte extraordinaire d'un point de vue économique, puisqu'il a été difficile de transférer le trafic du chemin de fer vers le trafic de camions, qui a mis un certain temps pour se réadapter. Et je ne vous ai pas aussi parlé des Corréziens comme Auvergnats, il faut être quand même clair, c'est que les Corréziens avaient énormément de production de bois. Eux, c'était plutôt les produits du bois, les produits forestiers, qui partaient également à Paris, grâce à ce chemin de fer. Et là, vous voyez la particularité de ce barrage de Bort-les-Orgues, puisque le gros handicap de la construction de ce barrage, comme pour vous, bien évidemment, les Ubayais, c'était qu'ils ne pouvaient pas couper le flux de ce train en faisant le chantier, à cause de tout l'appel économique à l'échelle de la France. Donc vous voyez,
à l'intérieur du chantier du barrage de Bord-les-Orgues, le chemin de fer a duré quasiment jusqu'à la mise en eau. Bien entendu, il faut vous dire qu'il a fallu se transférer régulièrement sur des nouveaux remblais pendant toute la durée de la construction qui a duré 10 ans. Donc ça, c'est une très grande nostalgie pour les habitants de la vallée de Bord-les-Orgues. C'est un objet de nostalgie qui est répété dans tous les entretiens que nous avons menés avec les Bortois. Les Bortois, quand je dis les Bortois, j'intègre tous ceux qui étaient le long de la vallée jusqu'à Port-Dieu. J'ai tenu à ajouter la ligne Chorges-Barcelonnette, parce que bien entendu, comme vous le savez tous, cette ligne était un grand point d'interrogation pour désenclaver l'Ubaye, et un tellement grand point d'interrogation que ces magnifiques ouvrages ont été construits dans l'espoir d'avoir le désenclavement d'Ubaye. Ubaye étant fermé par la neige pendant un grand nombre de mois. Après, évidemment, quand le transport s'est développé, mais c'est tardif, c'est les années 60, et il a été possible de désenclaver toute cette région. Donc je voulais commencer par les gares, qui sont un grand point commun entre la vallée de Bord-les-Orgues et la vallée d'Ubaye. Et le deuxième point commun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les maisons. Alors cette question des maisons est extraordinaire parce que vous la trouvez dans le monde entier. Lorsque vous construisez un lac artificiel, bien entendu, vous inondez des terres, vous pouvez inonder des forêts et vous inondez des maisons. Et à cette époque, comme je vous ai dit, nous parlons de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment ces maisons étaient là depuis longtemps. Ces maisons composaient un patrimoine familial d'une très grande importance et très souvent, c'était la seule richesse d'une famille. Et c'était aussi un patrimoine que les personnes entretenaient, même si ce n'était pas visible en termes financiers, mais c'était visible dans l'importance qu'ils donnaient à tous les travaux qu'ils faisaient chaque année pour pouvoir transmettre ces maisons. Alors nous avons des cas très particuliers dans la vallée de Bord-les-Orgues jusqu'à Argentat, puisque là j'inclus les gorges de la Dordogne et les 5 grands barrages de la Dordogne. Et là nous partons dans les gorges de la Dordogne à Nozenac. C'est une très grande particularité puisque ce village englouti en 1945 est toujours là, comme une sorte de patrimoine, comme une sorte de témoignage de la vie qui s'est arrêtée d'un coup en 1945 et qui réapparaît à peu près tous les 30 ans, puisque à peu près tous les 30 ans, il y a les vidanges complètes du barrage de l'Aigle, et les vidanges complètes du barrage de l'Aigle pour permettre l'inspection de toutes les parties submergées à l'intérieur du barrage, ce qui est indispensable pour l'entretien. Vous savez, les barrages de toute la France, mais du monde entier, font l'objet d'entretien permanent. C'est comme un bateau, un barrage, il faut tout le temps s'en occuper. Mais il y a certaines pièces qu'on ne peut explorer que de cette façon-là, c'est-à-dire avec une vidange, ou bien avec un sous-marin, enfin un petit sous-marin, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas des sous-marins, c'est des capsules submersibles, comme cela a été fait pour le barrage de Serre-Ponçon, aussi d'ailleurs pour le barrage de Bord-les-Orgues. Ça permet pour l'exploitant de limiter la perte, et aussi d'un point de vue technique, un barrage c'est du ciment, ça n'arrête pas de bouger. C'est pas une très bonne chose d'avoir du ciment qui est totalement desséché pendant plusieurs mois. Ça demande d'être très très surveillé. Donc vous avez toujours des difficultés. En plus, je suppose qu'il y a des pêcheurs parmi vous. C'est un travail extraordinaire de faire une vidange de barrage, puisqu'il faut transférer les poissons dans un autre endroit et ensuite les rendre au lac. C'est un énorme travail. Et il y a aussi des tonnes de poissons à équarrir, ceux qui ne sont pas les grands géniteurs. Enfin, je ne vais pas vous donner une conférence sur les vidanges de barrage aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la réapparition de ce village, le village de Nozenac.
c'est assez unique, hein, parce qu'il y a pas mal d'endroits où vous avez une chapelle qui montre son clocher une fois de temps en temps quand les eaux baissent, hein, vous en avez un peu partout à travers le monde, mais en général, c'est pas un village entier, si vous voulez, c'est très rare d'avoir un village entier. Est-ce que ça veut dire que les maisons n'ont pas été détruites? Les maisons n'ont pas été touchées. Voilà, contrairement à Ubaï, tout a été... Excusez-moi. Non mais j'y viens, mais je suis contente que vous réagissiez, parce que l'objectif de cette conférence, c'est de faire réagir les Ubaïais, et j'ai donc pris des thèmes dont je suis sûre que ça va vous faire réagir. Arrête, on est des Ubaïens. Les Ubaïens, pardon. Ok, merci. Faut encore que j'apprenne le vocabulaire. Ubaïens. Donc c'est pour vous faire réagir. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de... Vous voyez la partie de droite, là? Alors là, c'est pas Nosnac, c'est un petit peu à l'amont de Nosnac. Nosnac est à 5 km à l'amont du barrage, ce qui explique qu'on ne voit jamais ces ruines réapparaître, sauf quand le barrage est totalement vide, puisqu'il est juste... Il est sous 100 mètres d'eau, 100 cm d'eau. Et le monastère de Saint-Projet, lui, qui est encore un tout petit peu en amont, mais sous lui aussi presque 100 mètres d'eau, et n'a pas été touché. Par contre, les autres maisons ont été détruites. Ce qui fait que quand l'eau descend complètement, vous voyez réapparaître d'abord le clocher, ensuite le mur campanile, ensuite l'abside, ensuite le portail, et puis enfin, ce que vous voyez, les doubles carrés là, c'est le cloître des Sœurs. Et évidemment, vous avez tout autour, toutes les terrasses qui étaient cultivées par les moines et les sœurs. Et j'ai rencontré en 2001, au moment de la vidange, au Weiss, puisqu'elles sont parties se replier au Weiss à Mauriac, pour ceux qui connaissent Mauriac, dans la vallée de la Dordogne, une sœur qui était novice. Et quand je lui ai proposé de descendre avec moi, elle m'a dit non. Je garde le souvenir du monastère vivant, et je ne veux pas revoir les ruines. Donc vous voyez, c'est une particularité de Nosnac. Et on va être amené à parler beaucoup de Nosnac, puisque je pense que c'est le village qui ressemble le plus à Ubaï. Alors, puisque nous restons dans les maisons, vous avez des maisons sous les 5 lacs du barrage de la Dordogne qui ont été démontées par leurs propriétaires, qui ont été montées sur des camions et qui ont été reconstruites à l'identique. Et qu'ils gardent, dans lesquelles ils vivent. Donc là, je vous ai donné que 2 exemples, mais c'est les plus flagrants. Quand même, là, vous avez les pommiers du Lys, les pommiers, donc une des familles pommiers, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S, c'est la famille pommier, du Lys, et le Lys, c'est le Lys, la cascade du Lys, qui était bien connue, que vous trouvez en carte postale, avant la construction du barrage de Port. Cette famille était tellement attachée à sa maison qu'ils avaient construit, comme je vous l'ai dit, de leurs propres mains. C'était une maison avec les chevilles et les... Je ne me souviens plus comment c'est les termes de menuiserie, mais il y a peut-être un menuisier dans la salle, voilà. Parce que la première maison avait brûlé, donc ils l'avaient refaite entièrement eux-mêmes. Et avec vraiment l'idée de rester très très longtemps. Enfin, ils n'avaient pas idée que leur vallée allait être engloutie. Donc ils l'ont démonté entièrement, mis sur un camion, remonté. Et eux, par malchance, comme ils étaient tellement attachés au coin, ils n'ont pas fait partie de ceux qui ont bénéficié en fait du déplacement en prenant tout de suite l'argent et en achetant tout de suite des propriétés. Il faut vous dire que ceux qui ont réagi très très vite, qui ont vendu immédiatement, qui se sont déplacés immédiatement, qui ont trouvé une propriété immédiatement, ceux-là s'en sont très bien sortis. Disons bien sortis, à part le côté affectif. Voilà. On reviendra toujours sur une chose. J'ai moi-même participé au déplacement de, je ne vais pas dire plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde. On arrive aujourd'hui à les déplacer du point de vue économique d'une façon satisfaisante, mais il reste, que fait-on de l'affectif? Et bon, sur Bord-les-Orgues, on a traité l'affectif 60 ans après. Voilà, c'est très triste parce que, bon, mais on a au moins trouvé les personnes qui étaient déplacées eux-mêmes directement. Donc certaines maisons ont été démontées et construites plus loin. Donc cette famille-là, comme je vous disais, était tellement attachée qu'ils ont tellement attendu. Ils ont fait partie du lot des personnes qui ont vraiment beaucoup perdu et qui ont été paupérisées. Il faut dire les mots crûment. Cette famille qui vivait à peu près correctement, se déplaçant et devenant des étrangers, purs étrangers,
avec des vaches qui n'étaient pas les mêmes vaches, parce qu'ils arrivaient avec leurs vaches de salaire, dans un pays où c'était plutôt des vaches à lait, mais des grosses plantureuses, et qui ne connaissaient personne, se sont trouvés renfermés sur eux-mêmes, et en fait ils se sont sauvés, disons, de la pauvreté que par leurs enfants qui sont devenus des bougnats à Paris, cafetiers et charbonniers. Et donc cette famille Pommier m'a raconté toute son histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, enfin je ne peux pas vous rentrer dans tous les détails parce que sinon j'en aurai jusqu'à demain matin. Mais je voudrais quand même vous dire 2 mots sur une autre maison démontée et reconstruite, parce que je ne sais pas pour les UBA, voilà. Mais quand vous allez dans la maison d'une famille qui a été déplacée de la vallée de la Dordogne, au-dessus du cantou, donc le cantou c'est la cheminée, vous avez une grande photo, beaucoup plus grande que celle-là en général, enfin une très 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 grande photo comme ça en général, de la maison perdue. Et ça c'est valable pour toutes les maisons de la vallée. Donc là j'ai tenu à ce que notre photographe Adélaïde Maisonnade, qui est une excellente photographe, rien à voir avec mes petites photos, aille photographier ce monsieur Rouchon, de la famille Malga, qui était donc propriétaire de cette ferme que vous voyez là, et qu'ils ont tenu, vous voyez la maison, là, attendez, je vais vous montrer. La maison est ici. Vous pouvez compter les fenêtres à l'étage, vous pouvez compter les fenêtres en bas, vous pouvez regarder la porte, tout est à l'identique, sauf qu'elle n'est pas prise dans le même angle. Ils ont remonté tout ça en camion, ils ont reconstruit à l'identique 5 km plus haut à Beaulieu. Et c'est toujours la famille qui l'utilise. Donc voilà une autre façon de traiter les maisons, mais je vais continuer. La famille Pommier. La famille Pommier, alors ça c'est une autre histoire, c'est la famille, une autre Pommier qui n'a rien à voir avec les autres Pommiers, sauf qu'ils ils se connaissaient de face à face de chaque côté de la rivière. Hein. Parce qu'en fait tout le monde vivait au fond de la rivière, et après tout le monde a été remonté et perdu par l'éloignement d'un lac qui fait 900 mètres de large, et puis surtout cette nostalgie qui était tellement poignante, qui fait que ce sont nous, notre équipe, avec les archives, qui les avons réunis avec EDF 60 ans après. C'est quand même un travail extrêmement émouvant de reconstruction d'une communauté détruite. Donc là, je vous montre juste une toute petite partie de ce qu'avait la famille. Là, vous voyez Michel Gatignol, qui est la fille de Marguerite Gatignol. Marguerite Gatignol était l'une des 10 enfants de la famille qui est née dans cette toute petite maison là que vous voyez à droite. La toute petite maison, ils sont tous les 10 nés là. Sauf que comme ils bénéficiaient de la petite gare et que c'était des entrepreneurs avec beaucoup d'imagination, et ils avaient 10 enfants quand même, il fallait trouver du travail à tout ce monde, eh bien ils ont construit un énorme hôtel-restaurant. Ils ont bénéficié des congés payés de 1936, qui faisaient descendre les Parisiens qui venaient taquiner la truite pendant les vacances. Et ils ont fait donc cet hôtel-restaurant, et un autre des fils a construit au bout de cet immense bâtiment un bar à vin, on dirait aujourd'hui, enfin un grand, comment on appelle ça, enfin un marchand de vin, il était marchand de vin, avec une grosse bâtisse encore. Et ils avaient également 2 grandes granges où ils organisaient les fêtes, parce qu'il faut vous dire que entre Corréziens et Auvergnats, ce sont des grands fêtards. Et je confirme, hein, puisque moi j'ai passé 5 années absolument merveilleuses à faire les fêtes avec les gens de cette époque qui savent encore très très bien faire la fête et qui savent faire venir jusqu'à 10 ou 20 cabrettes pour faire danser tout le monde, et pour retrouver les musiques d'ici qui n'ont jamais disparu, de là-bas je veux dire. Donc vous voyez, pour vous donner un petit peu le contexte économique de la famille Pommier, vous voyez, donc des personnes qui en l'espace de 2 générations sont passées de simples fermiers, mais qui étaient obligés tous les hivers d'aller faire bougna à Paris, à entrepreneurs ayant été capables de créer l'emploi de 10 enfants, et prospères, j'insiste sur le côté prospère. Tout ça grâce au petit chemin de fer. Évidemment, c'était très difficile pour eux de prendre l'argent que leur offrait EDF tout de suite, d'arrêter l'exploitation
et de se remettre en l'espace de 2 ans dans un autre travail, sans aucune assistance, sans aucune aide autre que l'argent qu'on leur donnait, c'est-à-dire l'indemnité compensatoire de la vente de ces bâtisses, si vous voulez. Et donc ils sont restés jusqu'au bout. Et Marguerite, la mère de Michel Gatignol, est restée jusqu'aux derniers jours, les 2 derniers jours dans la maison. Et son frère, qui avait participé à la création du groupement des expropriés avec, comme président, lui était vice-président. Le président, c'était le bâtonnier d'Alger, qui était le mari de Madame la comtesse Léontine d'Arcy, propriétaire du château de Val, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais si vous voulez, la famille Pommier avait énormément d'intérêt à ce que le barrage ne se fasse pas. Puisque comment voulez-vous vous replier? La difficulté était là. Vous perdez tout votre outil de travail. Donc, ils n'avaient en plus pas le temps. C'était des gens qui travaillaient énormément, tout le temps, au jour le jour. Les 10, où allez-vous trouver quelque chose où vous pouvez recaser une famille de 10 personnes? Très, très délicat à travers la France. Donc, ils n'ont pas trouvé et ils sont restés très attachés. Et donc, Ernest, l'oncle de Michel Gatignol, Ernest Pommier, est resté avec son ami Guittard, un voisin de Mialet, ou en tout cas de la vallée très très proche, et quelques villages de la vallée très très proches, dans cette maison, jusqu'au bout. Ils ont fait le feu, et tous les matins, le conducteur de travaux, M. Bonnet, envoyait une voiture avec un porte-voix qui criait « Sortez, sortez, les vannes ont été fermées, sortez, vous allez vous faire noyer, sortez, partez ». Et ces gens-là avaient décidé que non, personne ne les délogerait. Tout le reste était détruit, hein, je reviens. Il ne restait que cette petite maison. L'eau est montée cette nuit-là. Il y a la date exacte dans toutes les mairies. Je pense que c'est mars, le 1er mars 1952. Et le lac a été entièrement rempli en 3 semaines. Alors que les ingénieurs eux-mêmes faisaient des calculs en souhaitant que dans les 2 ans, peut-être ce serait rempli. Donc c'est pour vous donner une idée. Et la cheminée a été submergée, le feu s'est éteint, ils sont montés à l'étage, l'eau a commencé à monter, ils ont choisi de ne pas être noyés, ils ont sauté par l'extérieur, parce que c'était une maison qui était en pente comme ça, et ils se sont sauvés. Mais leur fierté, c'est que l'eau les a sortis. Et Michel Gatignol, qui est la fille de Marguerite, je vous l'ai déjà dit, Marguerite, on l'appelait l'âme de la vallée, puisqu'elle avait fait un petit musée privé dans son bistrot, là-haut, juste au-dessus du lac. Et le bistrot était connu jusqu'à Bergerac, à Laval, puisque moi j'en avais entendu parler quand j'ai fait mes premières études sur la Dordogne, qui étaient des études à Laval, sur des questions environnementales. Et donc, Marguerite était connue, et on m'avait dit, mais monte là-haut, montez en au-dessus des barrages, vous allez voir, il y a une dame qui va tout vous expliquer, tout ce qui s'est passé. Et Marguerite était décédée, mais Marguerite était passée plusieurs fois à FR3. Et Michel Gatignol, sa fille, avait eu la flamme de la mère vis-à-vis de la perte de la famille, et aussi un certain ressentiment à l'égard de ce barrage. Et nous l'avons accompagnée pendant 5 ans, en faisant les témoignages, et c'est une grande collectrice. Elle a collecté des photos de toute la vallée. Elle a 6 albums épais comme ça. Souvent, quand je vais faire des conférences là-bas, c'est elle qui fait la conférence à ma place. Et Michel est extraordinaire. Et il y a moins d'un mois, il y a moins d'un mois, le 28 août, si vous regardez la télévision, TF1 a projeté un zoom au journal télévisé le dimanche. Et TF1 a tenu à interviewer 2 témoins parmi ceux qui avaient le plus de nostalgie de la vallée. Ils ont choisi Michel Gatignol, et je vais vous en parler tout de suite. Ça sera le château de Val, la dame qui est en photo. Et vous voyez ses mains-là, donc elle était toute petite, elle avait 12 ans, et elle était sur le bord du site de la vie, qui existe, que je vous encourage à aller visiter. Et elle regardait monter l'eau qui submergeait toutes les propriétés familiales. Mais exactement le même problème, tout avait été explosé, soit au bulldozer, soit à l'explosif. Et tout le travail qu'on a mené avec cette famille en particulier a
a permis, petit à petit, mais en l'espace de 5 ans, vous voyez que quand même c'est très difficile de revenir sur une mémoire aussi douloureuse, en l'espace de 5 ans, Michel Gatignolles a déclaré l'apaisement. Au moment où TF1 a terminé de faire le tournage, parce qu'il y avait une reconnaissance symbolique de leur histoire, et également, puisque c'est national et non plus